Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Adeline Maillard. Je suis de formation ergonome, docteur en psychologie cognitive au sein de la Fondation I2ML. Donc ma présentation, c'est de l'idée au produit fini. Donc je vais essayer de vous présenter les étapes clés quand on a une idée qui émerge, comment on peut essayer de concrétiser un petit peu cette idée-là. Alors étant ergonome de formation, je vais plutôt axer mes propos sur la question de l'intégration des usagers dans ces processus-là. Et après, je pense que ça va pas mal faire écho à ce qu'on a dit toute la journée, parce que l'approche centrée utilisateur a été pas mal mentionnée tout au long de la matinée. Alors la Fondation I2ML, il y a Susanna qui l'a présentée ce matin, donc je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet. En quelques mots, pour rappel, en fait, on est une fondation qui est partenariale de l'Université de Nîmes. On a aussi une antenne à Toulouse, donc je suis la représentante de l'antenne toulousaine. Et notre cœur de métier, c'est de faire de la co-conception, c'est-à-dire qu'on va être expert de l'analyse des usages. On va aller voir comment les usagers se comportent face à un produit, à un service, pour essayer d'adapter au mieux ce service, pour que ça réponde vraiment aux besoins des usagers, et être sûr que quand on développe un produit, on ne vise pas à côté. Donc on va accompagner autant les collectivités que les entreprises ou autres. Alors quand on veut développer une idée au départ, alors il y a pas mal d'entrepreneurs dans la salle qui ont déjà un petit peu réussi à développer un produit final, mais l'idée, ça va être vraiment de pouvoir essayer d'accentuer la question de l'intégration des usagers. Donc, quand on a une idée au départ, comment les idées peuvent émerger. Il y a pas mal d'idées qui émergent. Là, j'ai mis une photo de cuisine. Vous dites rien à voir avec la santé. C'était parce que je me suis dit, en France, la nourriture, ça fédère, donc ça sera déjà un petit point d'accroche. Et puis, il y a pas mal d'idées qui naissent d'une erreur de recette. L'exemple de la tarte tatin, il est assez connu. C'était pas prévu que ce soit une tarte tatin, et puis elle est tombée, et voilà, une nouvelle idée, une nouvelle recette est apparue. Après, on peut aussi avoir une idée quand on a un besoin qui trouve pas de réponse. Si je suis paraplégique et que je veux marcher, c'est pas possible. Dans ces cas-là, je vais trouver une idée et je vais inventer un nouvel exosquelette qui va me permettre de répondre à mon besoin. On va aussi pouvoir améliorer des produits existants. On a vu ce matin le déambulateur super high-tech avec de l'intelligence artificielle dedans. Il répond à des nouveaux besoins avec l'idée d'améliorer un dispositif qui était existant. Donc voilà, il y a plein de façons. En général, quand on a une nouvelle idée, c'est qu'on est assez observateur, on a l'œil aiguisé, et donc on va pouvoir faire émerger des nouvelles choses. Selon le type d'idée qu'on va avoir, forcément, ça va impliquer des enjeux un peu différents. Si vous faites un nouvel exosquelette, on va avoir plutôt des questions d'acceptabilité qui risquent de se poser après, et puis comment on va pouvoir proposer ce nouveau dispositif aux personnes. Si on est sur un nouveau déambulateur ou une nouvelle canne, on va avoir plutôt des enjeux de quelle va être l'utilité de ce nouveau service, pourquoi on propose une nouvelle canne, qu'est-ce qu'elle va avoir de plus, celle-ci. Donc on ne va pas forcément avoir les mêmes questions qui vont se poser et qui vont devoir être étudiées tout au long du développement du produit. Donc voilà, on a l'idée. Comment on fait ? Alors en général, on va commencer par quelque chose d'assez connu, l'étude de marché. L'étude de marché, l'objectif, c'est de réduire au maximum les risques, de connaître un petit peu, savoir où on va aller. J'ai trouvé une métaphore, c'est l'idée de si on va aller monter l'Himalaya. On ne se lève pas un matin en prenant ses baskets et en se disant « Allez, je m'en vais au sommet de l'Everest et c'est parti ». En général, on va essayer de développer un petit peu les connaissances qu'on va avoir autour. On va essayer de se renseigner sur c'est quoi cette montagne déjà, c'est quoi ses difficultés, comment elle est la neige, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au sommet, comment ils ont fait, combien de temps ils ont mis, est-ce qu'il faut être accompagné ou pas. Donc voilà, l'idée ça va être vraiment en fait l'étude de marché, de cadrer un peu le périmètre pour pouvoir prendre
les décisions les plus éclairées possibles sur le chemin qu'on a à parcourir. Je vais reprendre un petit peu les étapes clés de cette première phase de l'étude de marché. Rapidement, une première étape, ça va être délimiter un petit peu le contour. Quels sont les marchés qui vont être concernés? Est-ce qu'on s'intéresse au marché des EHPAD, au marché du particulier? Ça ne va pas être les mêmes enjeux. Le marché du dispositif médical. Quelles vont être les évolutions possibles du marché? Est-ce que dans le marché de la silver economy, sur le moyen ou long terme, est-ce que c'est porteur? A priori, les évolutions démographiques nous laissent penser que oui. Est-ce qu'il peut y avoir des dégringolades du marché? Est-ce qu'une crise sanitaire pourrait toucher particulièrement les seniors très très âgés et du coup nous faire baisser le nombre de personnes concernées par ce marché-là? La dimension géographique, est-ce qu'on s'intéresse plutôt au niveau français, européen, mondial, ça va influencer toutes les législations qu'on va pouvoir retrouver autour. Et puis après, il va aussi donc falloir identifier les différents acteurs du marché. Donc là, c'est intéressant, c'est important en tout cas de... Ah, il y a le petit S qui s'est mis en dessous, il a pris un peu d'autonomie. Donc on va identifier les différents acteurs, c'est intéressant, c'est important surtout de tous les recenser. Les clients, les utilisateurs, ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Si on vend du matériel médical, notre client, ça peut être un revendeur de matériel médical. Et l'utilisateur, ça sera la personne âgée, la personne en situation de handicap, etc. Identifier les différents concurrents, les prescripteurs, donc potentiellement les médecins. Chacun va avoir des besoins, des exigences, des contraintes un peu différentes et c'est bien de pouvoir identifier toutes les personnes qui sont concernées et qui vont impacter la conception du produit. Analyser la demande, donc c'est s'intéresser vraiment aux usagers, aux personnes qui vont acheter votre produit, utiliser votre service, etc. Quelle va être la demande? Est-ce que la taille du marché est importante? Est-ce qu'il va falloir développer? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de clients, etc. Si on touche toutes les personnes qui ont des difficultés à marcher, ça ne va pas être la même taille de population que si on s'intéresse uniquement aux hommes de plus de 80 ans qui sont autonomes, à domicile. Voilà. Donc là, on va être les personnes qui ont des difficultés à marcher. Il y a 3 semaines, j'aurais pu avoir besoin d'une canne avec ma lombalgie. Ça peut, voilà, on peut toucher un nombre de personnes beaucoup plus important. Et donc, par conséquent, ça va forcément avoir des répercussions sur le prix auquel on va pouvoir vendre son produit, etc. Donc, c'est important de pouvoir comprendre tout ça. Et après, dans l'analyse de la demande, là où je reviens vraiment très spécifiquement sur mon cœur de métier, c'est comprendre un peu le comportement du client, des clients, ou des utilisateurs. Souvent, on part un peu du principe que c'est intéressant de s'y intéresser plus tard, quand le produit il est là. On va aller voir les usagers quand on aura notre produit, qu'on pourra leur proposer, etc. C'est important de s'y intéresser un petit peu plus en amont, comprendre pourquoi les gens pourraient utiliser votre service, qu'est-ce qui pourrait les freiner, pourquoi on pourrait ne pas avoir envie d'utiliser votre service ou votre produit, quelle perception ils vont avoir de votre service, quelle perception ça peut leur renvoyer d'eux-mêmes. Souvent, quand on est sur tout ce qui est aide technique, etc., ça va renvoyer les personnes. Ça peut en tout cas renvoyer les personnes à toutes les questions de perte d'autonomie. Donc il peut aussi y avoir des dispositifs médicaux, des aides techniques qui sont un petit peu pas forcément bien acceptées parce qu'elles vont être stigmatisantes. Les contextes d'usage, les attentes, voilà, tout ça c'est important de pouvoir s'y intéresser dès le départ pour être sûr de taper juste, pour être sûr qu'on ne va pas développer un produit, investir du temps, de l'énergie, et qu'au final, on va se rendre compte en bout de chaîne que ça ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Donc là, c'est souvent, on essaye on se dit on n'a pas les moyens. Au départ, quand on lance son entreprise, ce n'est pas forcément dans l'analyse des usages qu'on veut consacrer ces financements.
Et pourtant, c'est important de pouvoir, sans forcément dépenser des 1000 et des cents dans cette étape-là, de pouvoir être sûr qu'on répond à un besoin. Ce n'est pas parce qu'on a eu l'idée auprès de sa grand-mère que tel nouveau dispositif pourrait lui être utile, que ça va être utile à toutes les grand-mères du monde. Surtout que des fois, les grand-mères, pour faire plaisir, elles ont un petit peu tendance à dire « Ah oui, oui, c'est génial ton idée !» Donc voilà, il faut être prudent avec tout ça. Donc voilà, je disais, l'intérêt de s'intéresser à ces questions-là dès le départ pour éviter... J'ai des exemples en tête, hein, parce qu'à la Fondation, on a pas mal de... Il y a des structures qui viennent nous voir avec des idées, la volonté de pouvoir les tester. Et puis on se rend compte qu'ils ont déjà bien avancé dans le processus. Et puis qu'au final, quand on le propose à des seniors ou à des professionnels qui travaillent avec les seniors, eh ben on se rend compte que ce n'est pas du tout adapté. Donc voilà. Et après, j'ai mis le petit biais de confirmation. Il faut faire attention aussi, c'est quand on a une idée, en général, on va toujours avoir tendance à aller chercher les informations qui confirment ce sur quoi on est parti. On va avoir tendance à ne pas faire attention aux informations qui sont un peu contraires. Donc il faut toujours faire attention aussi à ce biais-là. Et quand on monte sa structure, on n'est pas exempt de ce biais-là. Il faut pouvoir identifier aussi tous les utilisateurs potentiels. J'ai un exemple en tête. On a testé, au sein de la Fondation, on a testé un lit. Alors au départ, il se destinait plutôt à la question, au secteur du domicile, mais malgré tout, les personnes ont répondu à un appel à projet, un appel à manifestation qu'on avait lancé avec l'idée de pouvoir le mettre en EHPAD et pour que ça puisse réduire la contrainte physique des soignants. Donc qu'il y ait moins de manutention au niveau pour porter les personnes, les déplacer, etc. Et donc, ils se sont dit, super, ça va aider les soignants, ils vont moins solliciter sur le corps pour pouvoir relever la personne âgée. Ça va aider la personne âgée qui est en EHPAD parce que ça va lui permettre de recevoir... Alors, parce que la spécificité, c'est que le lit peut se transformer en fauteuil. Donc ça va lui permettre de recevoir sa famille avec plus de dignité, etc. Elle pourra s'asseoir confortablement. Sauf qu'ils n'ont pas pensé que ce lit un petit peu surdimensionné, déjà ça ne rentrait pas dans les chambres d'EHPAD, mais en plus, ce lit surdimensionné, il est en 2 parties pour pouvoir se mettre en fauteuil. Et par conséquent, il avait des draps spécifiques. Et donc la question des draps en EHPAD, ça concerne aussi la lingère. Donc il faut pouvoir, ça concerne aussi le directeur d'établissement. Parce que quand il faut passer par un autre circuit pour laver des draps spécifiques, ça va impliquer un surcoût. Donc il faut que le chef d'établissement puisse l'intégrer dans ses calculs. Donc voilà, on se dit le lit, il concerne le soignant, le lit, il concerne le résident, et le lit, il concerne aussi la lingère et il concerne aussi le directeur d'EHPAD. Et donc voilà, ça peut aussi concerner l'agent technique. S'il y a de la maintenance à faire sur ce lit spécifique, il faut que l'agent technique puisse être formé à la réparation de ce lit. Donc c'est important de pouvoir identifier tous les utilisateurs potentiels. Il faut aussi pouvoir identifier tous les contextes d'utilisation. Si on va destiner un produit pour le domicile avec une situation où il y aura un aidant, c'est pas pareil qu'une situation au domicile où il n'y a pas d'aidant. C'est pas pareil qu'une situation où la personne est en résidence senior. Tout ça, c'est des contextes où on va avoir des usages différents. Et c'est important, si on cible une population, de pouvoir essayer d'identifier tous les contextes possibles, auquel cas on risque de rater un peu, ou en tout cas une partie de la cible. Et du coup, on va mal faire ses calculs par rapport à l'étude de marché. Là, j'ai mis quelques techniques. Donc, on peut impliquer dès le départ, dès qu'on a une idée, on peut aller challenger des utilisateurs. Il y a des techniques qui existent pour pouvoir aller challenger les futurs utilisateurs dès qu'on a une idée. Alors après, je reviens sur des éléments un petit peu plus globaux. L'analyse de l'offre, quand on a une idée, ça va être de pouvoir essayer d'analyser toute la concurrence, l'analyse concurrentielle, le benchmark. Tout ça, c'est un peu des choses similaires. Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce qui existe déjà sur le marché?
Qui fait déjà quoi, sur quel territoire, à quel prix, quels résultats ils ont, est-ce que ça se vend bien ou pas, comment ils communiquent sur leurs produits. On peut très bien imaginer, on a une nouvelle canne, et puis les concurrents, leur point fort, c'est de communiquer sur une canne particulièrement légère, invisible, etc. Nous, on va faire un nouveau produit. La spécificité, ça va être que notre canne, elle est customisable, que c'est un accessoire de mode et que je peux la sortir à mon sac à main, à mon chapeau. Donc, ça permet de se démarquer, de voir ce que font les autres. C'est comme ça qu'on peut savoir quelle va être sa force à nous et comment on va pouvoir mieux vendre soi-même son produit ou son service. Donc, il faut aller voir ce que font les autres. Et puis, l'analyse de l'environnement politique, économique, social, technologique, etc., légal, dans la question des dispositifs médicaux, c'est particulièrement intéressant et important de s'intéresser à la législation, puisque ça évolue. Il y a des personnes qui vont être formées, des juristes qui seront formés à la question de la législation sur les dispositifs médicaux. C'est important de considérer tous ces éléments-là pour être sûr de pouvoir projeter ces prédictions sur du long terme. Alors là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, quand vous avez une idée et que vous avez fini l'étude de marché, il faut pouvoir établir un modèle économique, un statut juridique pour pouvoir essayer de constituer un cadre légal et puis essayer de voir un peu qu'est-ce que ça va vous coûter de faire émerger une idée, combien ça va vous rapporter, etc. Pour le coup, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne vais pas vous faire de leçons sur la constitution d'un modèle économique. Mais voilà, vous pouvez vous rapprocher d'experts pour ça, des juristes, il y a des pépinières d'entreprises qui peuvent aussi vous apporter des conseils et des soutiens sur ces questions-là. Donc vous avez votre idée, votre étude de marché, vous avez pu intégrer à minima les usagers dans la réflexion de l'idée, comment on peut comment on peut la concevoir au mieux. Vous allez pouvoir faire émerger un premier prototype. Souvent, c'est la première étape. Donc là, il y a plein de techniques, pareil, pour intégrer les utilisateurs. C'est important, à nouveau, de les intégrer dès cette étape-là. Ça permet déjà d'avoir une première maquette qui puisse intégrer des fonctionnalités du mieux possible, créer de l'utilisabilité, donc la facilité d'utilisation, on va dire. Et donc, tout ce qui est fait maintenant, ça ne sera plus à faire après. C'est-à-dire qu'on va déjà, si on a un premier prototype qui est déjà fonctionnel, on a plus de chances de déjà séduire les personnes qui vont être amenées à utiliser votre service et qu'après, ça puisse faciliter toute la phase de déploiement. Donc la conception d'un prototype, souvent, elle va s'accompagner d'un déploiement plutôt à une petite échelle. On va faire une première expérimentation sur un petit territoire, sur un petit panel d'utilisateurs. Et comme ça, on va pouvoir améliorer après son prototype. Et puis après, on arrive sur... alors, on a le prototype qui a pu être amélioré avec les retours du terrain. On va pouvoir passer à la phase de déploiement de façon un peu plus large. Et là, on va faire... Alors, l'évaluation, c'est un peu un mot... évaluer, c'est pas très sympa, quoi. Donc, on va parler plutôt d'amélioration continue. Je trouve ça plus joliment dit, mais plus positif, en tout cas, parce que l'évaluation, souvent, il y a un peu la sanction derrière. Donc, c'est un peu de l'amélioration continue. Et là, donc voilà, l'objectif, encore une fois, pouvoir intégrer... Alors, quand on est sur de l'étude d'impact, de l'étude clinique, forcément, on implique les usagers. On va souvent avoir dans ces cas-là des données un peu quantitatives. Est-ce que ça améliore la qualité de vie significativement? Est-ce que ça améliore le lien social, etc. Mais on peut aussi avoir des retours un petit peu plus qualitatifs, faire des tests utilisateurs, voilà, essayer de recueillir. Est-ce que ça a été émotionnellement positif d'utiliser votre solution, etc. Parce que, donc voilà, il ne faut pas négliger tous ces aspects-là. L'aspect émotionnel, on a envie d'y revenir. Si on a eu une expérience plutôt sympa qui s'est bien déroulée, on a envie d'y revenir, on va en parler autour de nous. Et donc, voilà, c'est intéressant de pouvoir identifier ces éléments-là.
si jamais, voilà, tout ce qui est pour tout ce qui implique les utilisateurs, souvent il y a aussi la question du nerf de la guerre, de trouver où trouver les financements. Là, on a mis quelques idées. Alors, j'ai pas fait un recensement exhaustif de toutes les possibilités de financement qui existent. En tout cas, il y a la CARSAT qui, tous les ans, a lancé un appel à projet. La CNSA aussi. Alors, il peut y avoir des financements avec les mutuelles, des trophées qui sont remis, des prix d'innovation, etc. La conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, il y en a dans tous les départements. Et généralement, pareil, ils financent... c'est l'occasion d'expérimenter. Et puis, ils sont de plus en plus friands quand même en tout cas, ils ont compris l'intérêt de pouvoir, dès le départ, intégrer les usagers dans les processus de conception. Donc, en général, c'est toujours apprécié de pouvoir développer cette démarche-là. Et puis après, des ressources utiles pour pouvoir vous accompagner quand vous avez une idée. Pareil, j'ai mis quelques idées. Le site de la BPI. Au niveau de la région Occitanie, il y a l'Agence de développement économique. Il y a Paul ce matin qui parlait du Silver Oak Cluster Lab, donc tout ce qui est réseau d'entreprises. C'est toujours important aussi de partager avec des personnes qui ont des difficultés ou des expériences qui vivent un peu la même chose. Et puis qui, en plus, là, pour le coup, le cluster, il propose des services en plus. Les chambres de commerce, la métropole, Viva Lab, etc., etc. Voilà, merci beaucoup. Celui-là, oui, merci, parfait. Merci Adeline. On a quand même le temps pour une question ou deux. J'ai au moins moi une question, peut-être double. Le problème du numérique, souvent, ce qu'on dit, c'est que les outils sont performatifs, c'est-à-dire qu'ils introduisent en fait du coup des nouveaux usages, mais même plus loin, des nouveaux besoins. Et des besoins qu'on a maintenant, finalement, n'existaient peut-être pas, en fait, du coup, il y a quelques années, en fait, sans ces usages. À la fois, comment s'assurer que les gens, en fait, du coup, ils savent ce qu'ils veulent, puis du coup, dans un environnement qui est très évolutif, et deuxièmement, comment s'assurer que les niveaux dispositifs qui n'existent peut-être pas encore, qu'on est en train de créer, en fait, derrière, ils vont vraiment répondre à ces besoins-là. Sachant que les gens, c'est très compliqué parfois de se projeter, sans parler du fait qu'il peut y avoir des a priori, voire des freins en fait. Quand on parle de robotique ou d'intelligence artificielle, on sent souvent rapidement les gens, ils savent même pas forcément de quoi on parle, mais on va voir peut-être un recul en fait. Voilà, Toro a raison. Hein. Donc voilà, comment c'est ces deux choses-là? Comment on est persuadé qu'ils expriment bien leurs besoins, et notamment avec le numérique, et comment on anticipe en fait du coup ces nouveaux usages de dispositifs qui n'existent pas à l'heure actuelle, mais qu'on veut en fait du coup déployer. Sur l'estrade, non, c'est bon. Alors vas-y, tu peux me pardon, Alors, ma double question, c'est... Ce qui est bien, on se connaît très bien, c'est la preuve qu'on a bien répété. C'est la preuve qu'on en s'est vu, on a dit attends, je te dis ça, tu me réponds, voilà. Donc, je m'étais dit, je répète une fois ma question, mais ça suffit pas. Donc, je sais même plus ma question. Double question. Comment on s'assure que les gens expriment bien leurs besoins, connaissent bien leurs besoins, notamment dans un monde numérique en perpétuelle évolution, et comment, en anticipant de nouveaux services, typiquement la monnaie espace santé, on va le déployer, mais finalement, avant, il n'était pas créé, donc on ne peut même pas le faire tester ou d'autres choses. Donc comment on arrive aussi à s'assurer que derrière, on va le concevoir en fonction des besoins en fait, du coup, des gens. Alors, sachant qu'il n'y a pas d'équivalent. Oui, bien sûr. Comment on s'assure que les personnes expriment bien leurs besoins? Ça, c'est tout l'art des techniques en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'on a des techniques d'entretien dédiées, des techniques d'observation aussi qui sont dédiées. On va faire des revues de littérature en amont, etc. Et donc, par exemple, sur tout ce qui est... je prends l'exemple des experts. Quand on est expert, on est tellement expert qu'on ne sait plus exprimer comment on fait. Je prends l'exemple tout bête de la conduite, ça parle à tout le monde généralement. Quand on conduit, on ne peut plus expliquer comment on conduit parce que ça se fait automatiquement. On a des schémas dans le cerveau qui font tout seul. Et bien nous, on va avoir des techniques d'entretien particulières
de l'observation, de l'analyse de l'activité, on va appeler ça, pour pouvoir regarder comment les gens y font et les amener à verbaliser sur des choses qu'ils ne verbaliseraient même pas parce qu'ils n'y pensent même plus. Pour eux, c'est même... on ne va pas dire que comment on écoute le moteur quand on est en train de conduire et que c'est un indicateur parce qu'on ne fait même plus attention qu'on écoute le moteur en fait. Donc voilà, c'est nos techniques d'entretien et qui nous permettent d'arriver à ça. Et la deuxième question, comment on fait pour prévoir des usages sur des objets qui n'existent pas encore ? Du coup, là, en général, on va se baser sur ce qui existe. C'est-à-dire que ma santé numérique, masanté.fr, ça n'existe pas encore, mais ça n'empêche que les gens vont déjà avoir une façon de rechercher de l'information. Si ce n'est pas sur leur santé, ça va être sur autre chose. Donc on va aller voir comment ils font pour rechercher de l'information sur autre chose. Si jamais ils vont déjà consulter le médecin, si ce n'est pas avec de la télémédecine, ils ont déjà en tout cas des habitudes sur aller voir le médecin. Comment ils font ça et du coup, dans le cadre de la télémédecine, de quelles informations ils vont avoir besoin pour pouvoir se rendre chez le médecin. Donc on va analyser déjà des situations existantes pour pouvoir recueillir de l'information et voir comment on peut l'implémenter dans des technologies à venir. Et après, il y a toute la phase dont j'ai parlé, toute la phase de prototype, c'est aussi l'intérêt. On va prototyper, on va les inclure dans la création de prototypes pour pouvoir, sur la base de quelque chose qui ne coûte pas trop cher, tester déjà, voir comment ça se passe, et puis après, on pourra investir investir un peu plus sur la phase numéro 2, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Ah oui, monsieur. Attends, hop là. Merci, Romain Soula de la société Anisen. Merci pour cette présentation. Et c'est vrai que, à titre personnel, je me suis beaucoup retrouvé dans toutes ces étapes parce que aussi dans la création d'Anisen, on y est passé. J'étais très curieux de savoir, est-ce que sur les dernières années, quels ont été les projets à plus gros succès que vous avez pu accompagner ou sur des produits un peu que la Fondation a pu accompagner, lesquels étaient les projets à plus gros succès ou en tout cas un projet coup de cœur pour vous? Un projet coup de cœur, ça c'est pas préparé pour le coup. Un projet coup de cœur à la Fondation et le plus gros succès. Je peux pas citer Anisen parce que c'est toi qui poses la question. Donc. Non, mais en tout cas, je me permets quand même. Mais chez Anisen, on sent l'expertise. On sent que ça a été un projet qui a été issu de longues années d'études de terrain. Et que du coup ça fonctionne bien. Un projet coup de cœur, c'est une bonne question. Alors, effet de récence, c'est-à-dire que on va avoir tendance, c'est un biais cognitif aussi, hein, c'est les projets sur lesquels je travaille en ce moment, donc ils sont en mémoire, donc ils viennent plus facilement. Il y a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle iMotion, alors il est vraiment en cours de développement aussi, mais c'est une personne qui veut entraîner la vision périphérique et il a eu des très bons résultats sur les sportifs de haut niveau. Donc en entraînant la vision périphérique, il s'est rendu compte que notamment chez les joueurs de rugby, ça améliorait les performances sportives. Et donc il est en train de tester ça, on teste ça avec lui sur une population de seniors, pour voir est-ce que ça peut réduire le risque de chute, notamment en percevant un peu mieux ce qui se passe dans l'environnement autour. Et après, est-ce que ça peut aussi améliorer la mémoire à court terme, parce que le principe de l'entraînement, c'est aussi de présenter des objets qui passent très vite, enfin bref. Donc voilà. Après, c'est un peu un effet de récence, hein. Pour le coup, j'ai en tête un projet sur lequel je travaille en ce moment. Il y en a d'autres qui sont très très intéressants, mais voilà. En tout cas, celui-là, je le trouve, je l'aime bien. Merci Adeline, merci beaucoup. Je vais inviter